Je crois qu'on dit que l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que celui qui la porte. Confucius. Donc, pour être clair, je ne suis pas sûr que ce soit en partageant la manière dont on s'y est pris. En revanche, je pense que je me retrouve dans des propos qui ont été tenus plus tôt, à la fois sur l'audace, sur le fait de croire en soi-même, et je vais peut-être tout de suite faire une analogie rapide. Finalement, nous, le point de départ de notre réflexion, ça a été de se dire, il y a des types qui sont suffisamment dingues pour créer des entreprises dans leur garage et pour se dire qu'ils vont fabriquer des leaders mondiaux. Au nom de quoi? Une ville, une institution, qui finalement, comparativement, même si c'est un village, a plus de moyens que le family money de celui qui se lance tout seul, s'interdirait d'avoir des ambitions qui soient des ambitions mondiales ou continentales dans un certain nombre de domaines. Premier point. Deuxièmement, ce qui est formidable avec l'innovation, c'est que ça remet régulièrement les compteurs à zéro. Et c'est pas parce qu'on n'a pas été bon sur une phase d'innovation précédente qu'il est écrit qu'on va rater celle qui arrive. À partir de là, le point de départ pour moi, c'est aussi une élection en 2014, et c'est une réflexion simple qui consiste à se dire que, à l'heure de la mondialisation, quel que soit le territoire dans lequel on est, le sujet, c'est pas d'être moyen partout, c'est d'être très bon dans un ou deux domaines, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve. Et à partir de ce moment-là, y compris parce qu'on a des moyens limités, parce que le monde est vaste et qu'on est toujours trop petit par rapport à ce que sont ses ambitions, il faut sélectionner les domaines. Et idéalement, c'est quand même bien de prendre des sujets sur lesquels il y a un minimum d'adhésion des citoyens ou de capacité de reconnaissance pour démultiplier le nombre de ceux qui peuvent se sentir ambassadeurs. Et donc, qui vont accompagner cette démarche et qui vont nous permettre de gagner du temps. Moi, c'est assez simple. La ville d'Angers, l'ouest de la France, 150 000 habitants, une agglo de 300 000, avec une particularité qui est un pôle du végétal avec une trentaine de milliers d'emplois, des positions de leaders européens en matière d'horticulture, en matière de semences, en matière de champignons, etc. Bref, et un bassin, un des berceaux de l'électronique en France au début des années 50, un des lieux, le lieu où il y avait le plus de gens à assembler des ordinateurs bulles, plus de 3000 personnes, c'est une autre époque, les téléviseurs à tube cathodique Thomson, etc. Sauf qu'il y a 50 ans, être la ville de l'électronique, ça avait du sens. Aujourd'hui, il y a de l'électronique dans tout. Et je pense qu'il y a plus de compétences électroniques dans ma chaîne d'assemblage de camions Scania que dans certaines entreprises dites électroniques, tout simplement parce que les types sont moins nombreux et que, bref. Donc, l'électronique, ça suffit pas. Il faut, à l'intérieur de tout ça, choisir des niches. Ça peut être l'agriculture, la smart agriculture, ça peut être le fait de se lancer autour de questions d'innovation citoyenne, sur les usages, sur les infras. Nous, le sujet qu'on a vu très vite, c'est que on a plusieurs entreprises parmi le top 50 mondial dans le hard. Je parle toujours d'électronique. Non, mais malgré, c'est vraiment enregistré. Bon, Oui, oui. avec des boîtes comme Eolan et comme La Croix qui, notamment, comptent plusieurs milliers de salariés et qui font de l'assemblage électronique dans l'ouest de la France. Et moi, je pense aux emplois. Et je me dis, c'est fantastique de créer des boîtes qui mettent des applis, mais ça fera combien de jobs pour les citoyens au bout du bout? Et donc, un des sujets, c'est est-ce qu'on est capable de réindustrialiser pour partie notre pays, en tout cas un bassin territorial où il y a un savoir-faire. Et les objets connectés, c'est arrivé entre guillemets comme une évidence, parce que dans objets connectés, il y a objets, que les objets, il faut les produire et il faut les assembler. Et le point de départ de notre réflexion, c'est une réflexion ministérielle et gouvernementale pour dire on a raté Internet, si on ne veut pas rater les prochaines innovations, c'est peut-être bien de cibler les domaines dans lesquels on va connaître des explosions et des révolutions. Les objets connectés en font partie. Un patron, le patron de WeThings, Eric Carrel, qui du coup est regardé comme étant chef de file et labellisé pour trouver un territoire dans lequel il va essayer de développer ce cluster. Et très naturellement, il arrive à Angers parce qu'on a les capacités, qu'on a fait ensuite ce qu'il fallait pour l'accueillir en termes d'investissement et d'accompagnement. Et sur ces objets connectés, on a monté un lieu unique, je pense au monde encore, qui est un incubateur, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que quand vous faites un objet, il y a un moment où il faut le produire, il faut le prototyper pour aller trouver celui qui va accepter de mettre du cash pour passer à une phase d'industrialisation. Et donc la particularité de ce lieu, c'est que vous avez une usine attenante à la salle de billard, de baby-foot, au canapé et à la machine à café, où là, vous pouvez prototyper et usiner avec des machines professionnelles, avec des designers, avec un ébéniste, avec un menuisier, avec un spécialiste de textile, une partie de tout ça. Le modèle est privé, le bâtiment appartient à la ville. C'est une ESS qui est composée de 17 boîtes. Il y a Veolia, il y a Bouygues, beaucoup de très grandes entreprises et puis des toutes petites, puisque la plus petite, c'est une entreprise unipersonnelle d'un menuisier qui travaille à l'intérieur de la cité. Ça, c'est le point de départ.
on a ça et on se dit à un moment, c'est top, mais il faut qu'on soit dans la même stratégie qu'une start-up et donc qu'on ne se freine pas en termes d'ambition et qu'on ait une ambition qui soit une ambition mondiale. Après tout, pourquoi pas nous? C'est comme ça qu'on a débarqué au CES. C'est comme ça qu'on a convaincu Gary Shapiro de venir à Angers une première fois. Puis une deuxième fois, qu'on s'est dit que clairement, malgré notre qualité d'accueil, nous ne pourrions jamais accueillir un CES parce qu'on n'avait pas les infrastructures, mais que si on voulait un événement mondial, il fallait qu'on en trouve un. Et on a repéré le fait qu'il y avait tous les ans une réunion des influenceurs et en gros des délégations continentales qui s'appelle le World Electronic Forum, qui se tient tous les ans en fin d'année. La dernière fois que le World Electronic Forum était venu en Europe, c'était à Londres en 2005. On s'est donc battu pour, à Singapour, en 2016, gagner le droit d'organiser ce World Electronic Forum et on a été choisi pour l'accueillir en 2017. Et en 2018, il va se tenir à Pékin, c'est-à-dire qu'ils vont retrouver des villes de plus d'1 million d'habitants. Comment on a fait? Eh ben, on a disrupté le modèle. On leur a dit, chez nous, il n'y a pas de palace 5 étoiles avec des moquettes qui font 5 cm d'épaisseur, mais à vrai dire, quand vous allez à Shanghai, à Washington, à Singapour ou à Pékin, à l'arrivée, à part 2-3 petits détails culturels, vous ne savez pas vraiment dans quelle ville vous avez été et tout se ressemble. Eh ben, nous, on vous propose de vivre autre chose. On vous emmène dans une abbaye du XIIe siècle. Vous allez dîner en face d'un vrai marquis. On va vous servir des vins de Loire. Vous allez vous promener, etc. Et on va vous sortir. Parce que comme on n'a pas des conférences à vous faire, on va vous faire découvrir un écosystème. Et donc, on les a emmenés dans des learning expéditions. On a convaincu Xavier Niel de mettre à disposition Station F pour les accueillir le soir à Paris. On les a enfermés à l'abbaye royale de Fontevraud où est enterré Richard Cœur de Lion. Et puis, on les a emmenés pendant une journée en learning expédition sur 7 thèmes de smart compétences qui appartiennent au territoire, en n'étant pas égoïste, c'est-à-dire en regardant vraiment à une échelle régionale. On les a emmenés sur le circuit du Mans pour la smart mobilité parce que ça parle au monde entier. On les a emmenés à l'hôpital d'Angers pour aller regarder ce que c'était que la smart et la e-santé sur un certain nombre de thématiques parce qu'on est fort là-dessus. On les a emmenés autour des drones connectés et des capteurs chez Terrena. On les a emmenés autour des questions de cybersécurité, etc., chez Thales, etc. J'entre pas dans le détail. La suite, c'est évidemment notre présence ici, à la fois pour capitaliser là-dessus et pour conduire et accueillir un certain nombre de délégations indiennes, chinoises, hongkongaises, avec lesquelles, du coup, on a créé des relations particulières. Et puis, parallèlement à ça, on est dans 2 autres registres. D'abord, celui, effectivement, des jumelages ou des partenariats internationaux, parce qu'on est convaincu que le terrain de jeu, il est mondial. On est jumelé avec Austin, on a cette chance. Et donc, à la fois à travers le South by Southwest ou un certain nombre d'événements, on s'efforce de capitaliser là-dessus. En avril, nous emmenons des entreprises au Québec, où on est en train. Il y a eu 3 voyages d'Angevin pour aller au Québec. Et on a une dizaine d'entreprises qui se rendent dans ce très grand événement, qui est l'événement francophone le plus important à la fin du mois d'avril. On a une dizaine de boîtes d'Angers qui font le déplacement, plus une élue qui est présente ici et qui va y aller, parce qu'on est convaincu que sur les questions Silver, on a des choses à faire. Et puis on a le maire d'un village de ma communauté urbaine, 2000 habitants, qui s'est lancé dans le Smart Village, et qui, à l'échelle de ces 2000 habitants, est devenu territoire d'expérimentation, puisque pour accueillir des entreprises d'une certaine taille, on leur a dit on ne va pas vous donner d'argent. En revanche, on va vous mettre à disposition le territoire pour que vous puissiez tester vos solutions grandeur nature. Des passages cloutés innovants, de l'éclairage intelligent, des dispositifs pour être capable d'aller faire du smart shopping, etc. Et c'est ça qui constitue, entre guillemets, l'ensemble de la stratégie. Honnêtement, je ne peux pas faire plus court. Ah non, je pense qu'il n'y a pas eu de contraire. Non, voilà. J'accueille Bernard parce que je vous avais annoncé, Christophe, comme le dernier intervenant, parce que j'ai vu un message, je ne savais pas si vous seriez, enfin si tu saurais être des nôtres, Bernard. Mais en tout cas, merci pour ce témoignage. Réaction, comme on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est tous crevés, etc., déjà, je crois qu'on peut vous applaudir, vous remercier, parce que c'est vraiment un exemple. Enfin, franchement, les territoires, 3 continents, etc. Peut-être, je vais laisser Bernard qui est aussi au niveau de son territoire, là on va passer Provence-Alpes-Côte d'Azur, un beau retour d'expérience. Et ensuite, on fera peut-être un mini-débat, mais c'est surtout de vous laisser échanger parce que entre la Smart Africa, 22 pays, entre ce qui se passe entre le Québec, etc., enfin, on est vraiment, de manière très opérationnelle, en train d'essayer de créer des corridors de jumelage. Et on sait bien que le modèle, il ne peut pas être à l'infini développé, mais les territoires qui ont compris, ils vont pouvoir, je pense, entraîner dans leur dynamique pas mal de choses. Et vous avoir aujourd'hui, Christophe, c'est vraiment un super honneur. Hein. On a rencontré des Belges ce matin, justement. Les Wallons ou les Flamands? Des Wallons, ouais, avec lesquels on a justement discuté de francophonie, en disant que finalement, au-delà de la facilité de s'exprimer dans sa langue qui diminue le niveau de fatigue dans une journée comme celle-là, il y a quand même un autre sujet. C'est que
il y a des standards et il y a aussi une certaine conception du respect de la vie privée, de l'éthique qu'on est capable de générer derrière. Et donc, c'est pas que une question culturelle et cosmétique. Et c'est vrai qu'autour de ça, y compris avec un terrain de jeu mondial, le fait de pousser des coopérations entre les pays africains, le Québec et l'Europe pour regarder comment on peut avancer sur ces sujets, c'est certainement un moyen de gagner du temps en faisant en sorte de regarder aussi ce qui peut nous réunir et de constituer une task force sur un certain nombre de sujets pour avancer.